Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition d'une chaire Henri Lafontaine. Et précisément, il va être question d'Henri Lafontaine, de son engagement maçonnique, un engagement qui le marque et qui peut-être, on va essayer de le savoir, conditionne beaucoup de ses combats, ou en tout cas les rejoint. C'est ce que notre invité, Denis Lefebvre, historien, spécialiste du socialisme, de la maçonnerie, de l'engagement, a pu étudier dans son Henri Lafontaine franc-maçon. Bonjour Denis Lefebvre. Bonjour. Henri Lafontaine, c'est un prix Nobel de la paix en 1913. Est-ce que ce prix vient couronner un engagement, y compris maçonnique ? Alors ce prix, il le reçoit en 1913, mais finalement il meurt 30 ans plus tard. Donc il a encore eu des activités après ce prix de Nobel de la paix. Ça concrétise les efforts qu'il a menés avant autour de quelques points fondamentaux, dont le pacifisme. Le pacifisme, c'est-à-dire la préservation de la paix, les contacts internationaux qu'il mène, les réunions qu'il organise à travers toute l'Europe et une partie du reste du monde, les contacts qu'il mène, ses réseaux. Et toutes ces activités se concrétisent par le prix qui est à la fois une concrétisation bien évidemment, mais aussi un encouragement à continuer ce qu'il mènera après la Première Guerre mondiale. Parce qu'il faut bien dire que son souci du pacifisme, sa volonté en tant que juriste de produire plutôt de l'arbitrage que de l'arbitraire, on va dire, ça vient bien avant la Première Guerre mondiale. Ça vient bien avant la Première Guerre mondiale, et c'est là où il théorise finalement, ses pensées et qui conditionneront son action à partir finalement, hélas, des lendemains de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il est pacifiste, il croit que l'arbitrage international permettra à la fois d'empêcher une guerre, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce pacifiste, j'allais dire, n'est pas pacifiste à tout craint. C'est-à-dire qu'il il comprend aussi qu'à un moment donné, on puisse faire une guerre. Et c'est le comportement qu'il aura à partir de 1914, c'est-à-dire une guerre qui est celle du droit. Et quand on est attaqué, il faut répliquer, donc faire la guerre, mais j'allais dire, et malheureusement, une sorte de bonne guerre. Et cette guerre, c'est ce qu'il fera à partir entre 14 et 18, il faut la gagner contre l'arbitraire, contre les empires centraux, pour sauver la démocratie à l'échelle de la planète. C'est un homme qui pense que la guerre ne peut pas être déclenchée, mais que l'on peut y répondre, donc on fait une guerre de défense. On peut la déclencher, mais alors c'est une guerre d'indépendance. Il comprend que des peuples soient amenés éventuellement, le cas échéant, pour conquérir leur liberté, à devoir passer par la guerre. Finalement, Henri Lafontaine a une réflexion globale. C'est-à-dire qu'il a intégré en effet tous ces éléments-là et il va jusqu'au bout de sa réflexion, et cela passe aussi par ce que vous venez de définir. Dans la mesure où il accompagne cette campagne pour la paix d'une campagne internationaliste maçonnique, est-ce qu'il croit que l'un va se conquérir par l'autre ? Il est à l'origine, ou il participe très activement aux bureaux internationaux maçonniques pour la paix. Est-ce qu'il pense que la maçonnerie est un élément essentiel de la paix ? Il n'y a pas que le Bureau international des recherches maçonniques, il y a une autre structure comme la Ligue universelle de francs-maçons qui est importante pour lui, parce qu'il pense que on peut empêcher aussi la paix par les contacts, par apprendre à se connaître et à se parler. Et finalement, c'est l'un des grands enseignements de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire de discuter avec tout le monde sous le signe de la maçonnerie, qui amène à essayer de se comprendre. Vous pouvez avoir y compris des adversaires politiques que dans le monde profane, vous envoyez aux gémonies, mais dans la maçonnerie, finalement, vous essayez de comprendre, vous essayez de discuter, d'argumenter. C'est ça le grand enseignement de la franc-maçonnerie, et donc il le met aussi au service de la paix par la connaissance.
Cette Ligue universelle des francs-maçons est en fait deux francs-maçons. Deux francs-maçons. C'est très important. Ouais. Si vous me permettez de vous couper, c'est la Ligue universelle des francs-maçons, on s'adresse à tout le monde. Enfin, ça passe par tout le monde, tandis que, y compris par les obédiences. Or, Henri Lafontaine a compris que la discussion ne pouvait pas se faire, la compréhension ne pouvait pas se faire forcément par les obédiences qui ont leur structure, leur méthode de fonctionnement, y compris leur lourdeur. Et donc, il s'adresse à mais en réalité, c'est à quelques. Et à quelques qui vont essaimer dans leur environnement. Et donc, toutes ces rencontres qui se font à partir de 1905, avec la création à Boulogne-sur-Mer de la Ligue universelle de francs-maçons, permettra d'essaimer dans les au-delà des obédiences. Oui, ce qui est tout à fait interpellant et intéressant également, c'est que cette Ligue universelle de francs-maçons porte le projet espérantiste. Deuxième volet. C'est-à-dire que l'espéranto ne règle... Il y a toute une campagne, par exemple, dans la presse antimaçonnique française à partir de 1905-1910, en disant, regardez ces espérantistes dont la finalité est d'empêcher la guerre, etc., utopie, au-delà, ils sont vendus à l'étranger, etc. L'espéranto, c'est de pouvoir se comprendre au-delà des barrières de langue, mais avec ce qu'une langue symbolise. C'est-à-dire qu'une langue veut forcément être hégémonique sur l'autre, que ce soit l'anglais, à l'époque, l'anglais ou le français. Tandis que là, vous créez une langue qui ne s'appuie sur aucun nationalisme et qui permet de s'ouvrir à tout le monde. Et c'est ça l'espéranto. Ça n'a pas marché, mais avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Mais l'idée de base, c'est ça. C'est aussi, on l'a dit, hein, donc un homme de réseau, alors à multiples étages. Il va à la fois, bien sûr, avec son collègue et complice Paul Hotelet, créer ce qu'on connaît maintenant sous le nom de Mundaneum, qui se veut une collection universelle des connaissances et des savoirs, de telle sorte que ça aide, en se comprenant mieux et en comprenant mieux les choses, à ne pas se battre, mais aussi à créer un réseau. Il compte sur les réseaux du savoir. Absolument. Et au-delà, c'est un homme de communication, c'est un communicant, Henri Lafontaine. C'est un grand communicant. Il le fait dans ses conférences, il le fait dans les rencontres qu'il anime, il le fait dans les réseaux auxquels il participe. Et le Mondanéum, là aussi, concrétise dans le réel et dans le concret l'idée qu'on a une seule planète, que nous sommes tous les maillons de cette gigantesque humanité. De cette chaîne d'union. De cette chaîne d'union. Et le savoir permet finalement, au-delà de communiquer, mais aussi de mieux se connaître et d'enlever tous les problèmes. Et ce Mondanéum, c'est ça, c'est une entreprise gigantesque. Ah oui. Vouloir mettre le monde en fiche plus d'un siècle avant Google. Le Google de papier, comme on dit. D'ailleurs, c'est devenu, entre guillemets, l'un des signes, on l'appelle le Google de papier. C'est dire finalement, mettons le monde en fiche pour mieux le connaître. Et avec le résultat qui est au-delà de Lafontaine et d'Hotelet, cette masse documentaire absolument considérable qui a été accumulée et dont une partie subsiste encore aujourd'hui. Il anime et croit aussi qu'une association internationale de parlementaires, parce que c'est un parlementaire et il pense que le parlementarisme est une des clés, et qu'une association internationale de parlementaires favorisera le dialogue, qu'une association internationale des associations ou une union des associations va pouvoir, mais ne fût-ce que diffuser l'existence des associations et donc de s'en aider comme outil. C'est un véritable internationaliste. L'union interparlementaire, quand elle se crée à l'initiative de Lafontaine et d'un Français comme Passy, se crée, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que c'est à la fois des hommes de gauche et des hommes de droite. C'est-à-dire que l'intérêt général transcende les particularismes politiques et aussi les parlementarismes nationaux, les particularismes nationaux. Et donc cette société permet toujours aux uns et aux autres de discuter, peut-être pas forcément pour créer le centre de l'union, mais au moins pour apprendre à se connaître. Et cette union interparlementaire, en quelques années, va rassembler des dizaines et puis des centaines de parlementaires, avec, hélas, un résultat qui n'est pas forcément positif, mais au moins, ça apprend à se connaître et à parler ensemble.
Pendant la Première Guerre mondiale, il se réfugie avec son épouse, d'abord en Grande-Bretagne, où il va participer à quelques travaux maçonniques assez brefs, mais il en est quand même le vénérable maître. Il va également se rendre aux États-Unis, où il va avoir plus d'impact qu'ici. En quelque sorte, il illustre que nul n'est prophète en son pays ou en sa région. Alors, en 1914, quand il part en Angleterre, c'est à la fois le citoyen, le belge, l'internationaliste et le franc-maçon. Et le citoyen, pourquoi le citoyen engagé dans la vie de la cité? C'est-à-dire qu'avec son épouse, ils participent à des meetings, y compris pour rassembler de l'argent au profit des réfugiés belges. Donc c'est le citoyen. C'est aussi le franc-maçon, puisqu'il va contribuer, il en sera le vénérable maître pendant des années, à créer une loge, la loge dénommée Albert Ier de Belgique, qui sera une loge des réfugiés francs-maçons en Angleterre. Et surtout, j'allais dire, parce que la vie est comme ça, il part aux États-Unis quelques mois plus tard, où il passera pratiquement tout son temps jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, avec un travail qui est là, énorme. C'est-à-dire qu'à la fois, il se veut un propagandiste au service de son pays, mais aussi au service de la cause, pas tant de la paix, de préparer la paix. C'est-à-dire de préparer, il voit toujours plus loin, il prépare le coup d'après. Il prépare les lendemains, donc c'est-à-dire empêcher une nouvelle guerre. Donc il fait des conférences, il publie des articles dans des revues, il se promène à travers tout le continent américain. Et d'ailleurs, dans une de ses lettres, il dit, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que on peut parler plus librement aux États-Unis qu'on peut parler sur le vieux continent. Et donc il prépare l'avenir. Il prépare son livre, son grand livre, sa charte, la fameuse Charta, c'est-à-dire qui est à la fois un document qui est surtout un document de réflexion sur l'après-Première Guerre mondiale pour empêcher le retour d'une guerre, donc il a créé des instances, et ce qui peut paraître absolument extraordinaire, mais utopique, c'est-à-dire une sorte de gouvernement mondial, une sorte d'assemblée générale de tous ces pays pour préparer les lendemains de la guerre, pour préparer comment gouverner la planète et comment empêcher toute guerre. Là, c'est ce qui donnera, il n'est pas le seul bien sûr, c'est dans l'air du temps, la Société des Nations. Même si d'ailleurs, indiquons immédiatement un bémol, il n'en est pas totalement satisfait. Il pense que cette Société des Nations est un peu mièvre et un peu trop gouvernementale. Elle est aussi imparfaite. Vous avez raison, elle est mièvre, trop pro-gouvernementale. Lui, il pense plutôt, j'allais dire, pour prendre un modèle, un langage d'aujourd'hui, un parlement des citoyens. C'est pas ce qui a été fait. Et l'un des autres reproches qu'il fera, c'est aussi de ne pas avoir créé les moyens d'empêcher la guerre, c'est-à-dire de faire une sorte d'armée, ce que fera l'ONU. Avec les casques bleus, c'est-à-dire quelque chose qui puisse intervenir entre deux gouvernements, enfin entre deux pays qui se font la guerre pour empêcher. Et l'un des échecs de la SDN sera de ne pas avoir pu empêcher la Seconde Guerre mondiale. Oui, Denis Lefebvre, il faut peut-être rester encore un instant aux États-Unis, parce qu'on parle à la fois du citoyen, bien sûr, il a un impact en tant que citoyen, c'est incontestable, en tant que pacifiste et militant, c'est incontestable, il faudra sans doute encore y revenir. Comme maçon, c'est plus décevant parce qu'il est déçu, on lui refuse l'accès. C'est-à-dire que c'est tout le problème. Sur ce voyage aux États-Unis, il y a ça, il y a un autre problème dont j'aimerais aussi qu'on parle. Mais je pense que Henri Lafontaine est parti très vite, très rapidement d'Angleterre. Il n'a pas emmené notamment les preuves de son appartenance maçonnique. Il n'a pas pu emmener ses diplômes, etc. Il écrit d'ailleurs à Bruxelles et partout pour essayer de le récupérer, mais le courrier fonctionne moins bien, fonctionne pas très très bien pendant cette période-là. Et donc il a du mal de se faire reconnaître comme franc-maçon. Pourquoi ? Parce que la franc-maçonnerie belge et française n'est pas reconnue par les francs-maçonneries américaines et anglaises, notamment
parce que la non-reconnaissance de la croyance en Dieu, etc. Et donc il se retrouve un petit peu perdu et il le regrette. Il n'y a que quelques loges qui éparses aux États-Unis qui acceptent de le faire parler. Ça, c'est là, entre guillemets, pour lui, l'universalisme maçonnique prend un petit coup. Il se rend compte que... Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est plus anecdotique, mais qui prouve que nous sommes dans des sociétés humaines, c'est que Henri Lafontaine est socialiste. Et quand il arrive aux États-Unis, il se rend compte qu'avec grand étonnement, que les socialistes américains, certes extrêmement minoritaires, s'intéressent beaucoup moins à la guerre qu'au modèle de la Maison du Peuple de Bruxelles. Et il passe son temps, il lui demande, mais faites-nous une conférence pour savoir comment créer une Maison du Peuple aux États-Unis, alors qu'il pense que le monde a peut-être autre chose à ce moment-là, pendant la Première Guerre mondiale, d'autres sujets de préoccupation. Mais vous voyez comme quoi nous ne sommes qu'une société humaine et chacun a ses préoccupations. Oui, d'ailleurs, on imagine bien que pendant le laps de temps où il reste aux États-Unis, même légèrement après la fin de la Première Guerre mondiale, le fait qu'en 1917, en Russie, les soviets aient pris le pouvoir n'est pas sans influence. À partir de là, les gens de gauche, même étiquetés socialistes, sont suspects de philocommunisme. Alors, on est aux États-Unis. Donc en effet, dès cette période apparaît la méfiance vis-à-vis de ça et la non-compréhension, mais on ne peut pas leur reprocher, la non-compréhension de ce que portent les mots. Et donc pour eux, un socialiste, c'est le couteau entre les dents, même s'il n'est pas un communiste, avec notre regard occidental. Alors Henri Lafontaine, internationaliste, maçon internationaliste qui veut contribuer par la meilleure connaissance et les langues, et la langue, l'espéranto, à une meilleure diffusion de l'amour fraternel entre les hommes et les femmes dans le monde entier. Cet homme doit néanmoins se frotter à d'autres combats. Revenons quelque temps en arrière, avant même la Première Guerre mondiale. Il doit, pour la cause de la femme, se battre aux côtés de sa sœur, par exemple, pour que des droits leur soient reconnus. Il doit se battre en loge pour que la femme y soit admise. Et ça ne semble pas entamer pour autant son enthousiasme. Il n'a pas de doute encore sur la portée de l'intention maçonnique, alors bien qu'il doit se battre et qu'il en paye la facture. Il en paye la facture. En même temps, à ses yeux, il réussit à gagner. C'est-à-dire qu'il réussit à l'emporter. Vous parlez de sa sœur, du combat pour les femmes, c'est-à-dire qu'il crée des écoles. Il gagne, entre guillemets. Il crée une grande école à Bruxelles pour l'éducation féminine, une éducation qu'il veut laïque, une éducation qui débouche sur un vrai métier, qui ne soit pas qu'une éducation, j'allais dire, livresque. Donc, il participe et dans ce combat dans lequel aussi s'investissent des francs-maçons. La question est beaucoup plus délicate. La question est beaucoup plus compliquée sur le rapport de la franc-maçonnerie à la question à la femme. C'est-à-dire que pour nombre de maçons, héritage de la maçonnerie anglaise du début des années 1720-1730, la femme ne peut pas participer aux travaux maçonniques. Elle est mineure, elle est réputée mineure. Elle est réputée mineure et surtout, pratiquement, elle n'est pas initiable. Au sens que les maçons donnent à ce terme d'initiable, c'est-à-dire y compris capable, comme disent certains, de régénération humaine. La femme... Ça va choquer, là, ce qu'on est occupé à dire. Eh bien oui, mais l'universalisme maçonnique est compliqué à comprendre si on ne se replace pas dans le contexte de l'époque et dans ce regard que les maçons, qu'on le regrette ou pas, porter sur la femme. Et donc, à partir de la fin du XIXe siècle, y compris aussi dans le cadre de la naissance d'un mouvement, enfin des femmes qui revendiquent un peu leur vie, la possibilité de travailler, leur possibilité d'être présente dans la société, Henri Lafontaine s'intègre dans ce mouvement-là. Il est de ceux qui pensent que la femme, donc on le voit dans sa vie quotidienne, les écoles, y compris dans le travail qu'il mène au Parlement, dans certains projets de loi, etc., il pense que la femme doit maintenant jouer un rôle plus important. Et donc, il pense aussi que la femme doit pouvoir
entrer en franc-maçonnerie. Ès-qualité, avec les prérogatives, les droits et les devoirs des femmes, des francs-maçons, qui jusqu'à présent passaient par ce qu'on appelait les loges d'adoption, qui n'avaient pas grand-chose de maçonnique, et qui étaient les dames de charité, qui de la étaient dames maçonnerie. de charité, qui étaient entièrement dans la coupe des hommes, les loges étaient dirigées par des hommes, etc. Les femmes n'avaient rien. Et quand en 1893 se crée au niveau français puis international la première obédience mixte au monde, qui est le droit humain, Henri Lafontaine suit ça d'extrêmement près. Et il est membre alors d'une loge qui s'appelle les Amis Philanthropes, qui est une loge créée en 1798, une loge historique du Grand Orient de Belgique, et qui est une loge qui est toujours tournée vers les problèmes de la société, qu'il s'agisse des écoles, qu'il s'agisse de l'ULB, qu'il s'agisse de choses comme ça. Et donc, cette loge dont Henri Lafontaine est le vénérable prend en main cette question de l'initiation féminine. Cette loge a compris, et Lafontaine aussi, bien sûr, que le GO, le Grand Orient de Belgique, n'était pas mûr pour initier directement des femmes. Et donc, ils vont se greffer sur la naissance du droit humain en 1793 pour dire « reconnaissons aux femmes leurs droits maçonniques, favorisons l'installation du droit humain en Belgique ». Et c'est tout le combat que mène Henri Lafontaine à partir de 1910, en organisant notamment une réunion, une tenue, entre guillemets, pas une tenue maçonnique spectaculaire dans le temple de la rue du Persil, en faisant venir le grand maître, le grand patron, pour dire le langage plus profane, Georges Martin du droit humain, qui vient accompagné de sœurs initiées, et pour présenter finalement le droit humain. C'est un acte, entre guillemets, d'audace, comme le dira Henri Lafontaine, mais c'est un acte révolutionnaire, avec des conséquences très importantes, puisque cette loge connaîtra une scission. Cette loge subira les foudres de la justice maçonnique, etc. Mais le mouvement est lancé. Et 2 ans plus tard, un peu moins de 2 ans plus tard, en 1912, la première loge du droit humain s'installe en Belgique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'essentiel des cadres, pour ne pas dire les cadres dirigeants de cette loge, vient des AP. Et donc de la loge d'Henri. Et Henri Lafontaine lui-même, 3 ans plus tard, rejoindra le droit humain tout en restant membre du Grand Orient de Belgique, mais il participe. Donc c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout. Et finalement, il se veut, dans son époque, il veut, allez, même plus que ça, il veut que le Grand Orient, que la franc-maçonnerie se tourne vers l'avenir. Et pour lui, l'avenir, c'est l'homme et la femme, ensemble, pour améliorer l'humanité. Je reste quand même encore un instant de manière très intéressée sur cette fameuse tenue que vous venez d'évoquer. Vous la documentez dans votre livre avec toute une série d'extraits de ce qu'on va appeler les comptes rendus, donc oui, les planches tracées, les procès-verbaux. Et on y voit combien, déjà juste avant même, quelques jours avant, parce que la convocation est partie, il y a déjà du remous, il y a des échanges épistolaires. Oui. Pendant, Georges Martin et les sœurs attendent au parvis, oui, longtemps manifestement, si on s'en réfère au déroulé des invectives, il y aura une partie des frères présents qui se lèveront et qui sortiront du temple. Dont l'orateur. Dont l'orateur, c'est-à-dire le gardien de la loi. Le gardien, c'est ça qui est extrêmement important. Et il persiste, Henri Lafontaine, maillet en main, mais avec une majorité de ses frères. Quand même. Avec une majorité de ses frères, une majorité conséquente, il persiste. Et quand certains frères de sa loge lui disent « mais nous, on veut bien recevoir Georges Martin, mais pas les sœurs ». Et Henri Lafontaine dit « mais c'est tout ou rien ». Et finalement, ce sera tout. Mais il prend le risque d'une scission dans sa loge qui se fera d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au moment où les Georges Martin, des frères et des sœurs de la délégation du droit humain rentrent, l'orateur et d'autres frères quittent. Et donc, ça se traduira quelques semaines plus tard par une scission, et au point que quand se créera d'ailleurs la première loge du droit humain en Belgique,
parrainé, entre guillemets, par une écrasante majorité des frères des AP. La loge Égalité. La loge Égalité, dont le vénérable maître et des membres, sur 7 membres fondateurs de cette loge, il y a 3 femmes et 4 viennent directement des AP, et le vénérable sera un ancien, un frère des AP, le vénérable de cette loge. Et quelques jours avant la création de l'installation de cette loge, le géo belge proteste, regimbe. Le soir même, les portes sont fermées, le gaz et l'électricité sont coupés. Oui, ils doivent rentrer comme des voleurs. Hein. Comme des voleurs, et ils ont dû pratiquement forcer les portes pour pouvoir installer cette loge. Ça traduit vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. C'est étonnant, hein. Si on regarde la photo là, qui est à nos côtés d'Henri Lafontaine, cet homme posé, certes, il n'a pas encore cette allure-là, hein, il est plus jeune à l'époque que nous évoquons, mais quand même bourgeois bien posé, bien habillé, propre sur lui. On l'imagine franchissant les portes par les lucarnes pour aller ouvrir. Pratiquement ça. C'est-à-dire cet esthète, parce que c'est aussi un esthète de la vie, on n'a pas encore parlé, mais c'est aussi un pianiste, c'est aussi un homme qui est un cultivé, un lettré, qui sort d'un milieu qu'on pourrait qualifier entre guillemets de policé, c'est-à-dire un certain monde, etc. Là, dans cette affaire-là, il va jusqu'au bout. Et vous avez raison, on l'imagine pratiquement monter sur un escabeau pour rentrer par la fenêtre, quoi. Mais il veut aller jusqu'au bout. C'est aussi, pour peut-être illustrer ce jusqu'au boutisme, ce même homme, ce même franc-maçon qui, un jour, sera à l'initiative d'une loge qui s'appelle La Paix. Oui. Mais quand le droit humain s'installe en Belgique, il devient... donc il y a cette première loge dont nous avons déjà parlé, puis ensuite, donc en 1925, se crée une loge au titre porteur de symboles. C'est-à-dire que derrière la paix, il y a la grande volonté d'Henri Lafontaine de la paix, mais aussi, qui dit la paix dit internationalisme. Et cette loge s'intègre dans le cadre finalement d'une volonté, d'un combat internationaliste qui est celui du droit humain. Car on l'a peut-être oublié, quand se crée le droit humain, c'est à la fois une obédience mixte, mais tournée vers le reste du monde. Il est, à la différence des obédiences nationales, comme le Grand Orient de France, le Grand Orient de Belgique, la Grande Loge de France. Il n'y a pas de référence nationale. Qui sont des obédiences nationales. Là, le droit humain se veut une obédience internationaliste, et le droit humain français, comme le droit belge, ne sont qu'une antenne d'une maison mère qui se veut beaucoup plus, qui se veut à l'échelle de la planète. Ouais, l'ordre mixte international, le droit humain. Et les mots ont un sens. Alors, ce maçon, engagé dans toutes les causes de son temps qu'il pense progressistes, est un politique engagé aussi. Vous avez fouillé ses papiers, le fonds Henri Lafontaine, qui s'enrichit encore d'ailleurs, hein, mais il y a ses archives perso, il y a évidemment ce que les partis politiques, la Chambre, etc. ont retenu. Est-ce que c'est un brillant tribun? Est-ce que c'est un homme engagé sur les travées politiques? Parce qu'on ne le retrouve pas ministre, on ne le retrouve pas sollicité, en particulier par le Parti ouvrier belge. Alors, il y a des étonnements. On peut se poser la question, mais je pense que moi, je n'ai pas travaillé là-dessus, mais d'autres travailleront sur cette question. C'est-à-dire que quel rapport exactement il entretient avec son parti, avec le Parti ouvrier belge. On sait qu'il est très sollicité par des fédérations, par des sections, pour des campagnes électorales, des choses comme ça. Sénateur de Liège, de Namur, du Brabant. On sait qu'il participe à des campagnes électorales, mais finalement, on ne sait pas bien ce que, entre guillemets, son parti a fait comment son parti le voyait et ce que son parti a fait de lui. Or, on peut se poser la question, se dire que quand même, il n'y a pas beaucoup de partis politiques à l'échelle de la planète et de la Belgique en particulier, qui ont dans leur rang un prix Nobel de la paix. Surtout que ce parti, le Parti ouvrier belge, fait partie d'une internationale. Oui, et donc, pourquoi ce parti n'a pas fait, entre guillemets, plus
n'a pas utilisé davantage, y compris peut-être en faire un ministre, etc. Donc ça, je pense que ce sera un chantier de travail pour les prochains chercheurs sur Henri Lafontaine. Mais peut-être aussi que Henri Lafontaine n'était pas demandeur. Il faut voir, je ne sais pas, je vous pose la question. Peut-être aussi que lui, il se concentrait à la fois sur la maçonnerie, il se concentrait sur la paix, sur la guerre, sur l'internationalisme. Et quand vous voyez les archives d'Henri Lafontaine, le volume que ça représente, le nombre de centaines de lettres qu'il écrivait, son agenda. C'est-à-dire que c'est un homme qui, aujourd'hui, on dirait, il sautait d'un avion dans un avion et dans un train. Il était en permanence et sollicité pour participer à des réunions, et il le faisait. Donc, c'est-à-dire que pouvait-il en plus avoir une carrière locale, enfin une carrière nationale? Je ne sais pas. Mais ça ne l'empêche pas, ça il faut le souligner d'emblée, et vous le rapportez dans ce livre, Denis Lefebvre. Il y a des lettres, par exemple, qu'il écrit à Destrée, pour se plaindre que la délégation belge à la création de la Société des Nations ne correspond pas à ses attentes. Il demande activement qu'on intervienne dans les travées pour rectifier ça d'ici à la prochaine plénière. Donc le réseau politique ne lui est pas étranger, hein. Il sait comment le système fonctionne, il connaît parfaitement son pays, la Belgique, mais ce que vous esquissez, c'est aussi par rapport à ses objectifs finaux, qui dépassent finalement le cadre national. C'est-à-dire dire, mais soyons encore plus organisés au niveau national pour que notre combat suprême marche davantage, quoi. Il n'est pas dupe, hein, parce que tout ce qu'on vient de décrire ici pourrait laisser à penser qu'il s'agit presque d'un doux rêveur, très utopiste, loin des réalités, et que c'est peut-être pour ça que, somme toute, les travées politiques, les mains dans le cambouis, ne le sollicitent pas. En fait, il n'est pas dupe, parce que on voit bien, dès ses premières interventions à la Société des Nations, à la première session, et notamment dans la 8e plénière de la première session, il fait un discours et il dit il faut se féliciter qu'on en soit là. Mais, et le mais va prendre 4 pages. Et puis après, il est prêt à rentrer chez lui. Parce que je pense que par rapport à la SDN, il a compris dès le début ce que ça donnerait. Et donc que ce serait décevant. Donc il réembraye sa mécanique pour d'autres réseaux que ceux de la SDN. Et donc les réseaux maçonniques, etc., les réseaux de l'Union interparlementaire. Travailler différemment pour faire avancer les choses. On pourrait s'imaginer que quelqu'un comme le président américain Wilson, qui mène pour l'essentiel l'Amérique au cœur du premier conflit mondial, tout en ayant sa doctrine pour après, qui débouchera sur la Société des Nations, on pourrait imaginer presque que Wilson était un élève de La Fontaine. Pourtant, il y a des nuances entre eux. Oui, on peut le penser, mais les méthodes, en tout cas, les méthodes sont les mêmes. Et les méthodes, évidemment, Wilson, il avait une chance, c'est d'être au pouvoir. Alors, venons-en aux années à la fois fascinantes et difficiles encore. Fascinantes parce qu'il a accumulé toutes ces expériences, il a eu ce prix Nobel avant la guerre qui lui permet de rayonner encore après, il a cette activité maçonnique et interparlementaire, mais il voit les échecs. Quelle est son attitude de citoyen et de maçon dans les années 30, par exemple? C'est des années dont on parle peu, mais ce sont des années cruciales. Le fascisme est déjà bien à l'œuvre en Italie et Hitler pointe son nez en Allemagne. Alors, le fascisme en Italie, c'est 1921. Le nazisme en Allemagne, c'est 1933. Mais après le nazisme en Allemagne, il y a la montée des nationalismes dans d'autres pays, la Hongrie, etc. Et La Fontaine suit tout ça au plus près, notamment par la Ligue universelle de francs-maçons. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'antimaçonnisme gagne petit à petit tous ces pays-là quand la maçonnerie n'est pas interdite, notamment en Allemagne et en Italie. Et donc, Henri Lafontaine voit tout ce qui se passe et comprend que le combat, d'ailleurs, contre la démocratie qui va s'imposer passe aussi par le combat contre la franc-maçonnerie. Finalement, est-ce que la maçonnerie n'est pas la meilleure garant de la franc-maçonnerie, de la démocratie? Et donc, il note toutes ces attaques. Et donc, ces années
du début des années 1930 sont pour lui une source d'inquiétude. Par exemple, on s'aperçoit que petit à plus on avance dans le temps, plus la LOUF ne peut plus se réunir, la Ligue universelle de francs-maçons, ne peut plus se réunir entre guillemets, à l'est de la France. Les réunions se font à Bruxelles, les réunions se font aux Pays-Bas. On est de moins en moins nombreux, quoi. Et il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'est de la France et de la Belgique, les maçons ne peuvent plus venir et bientôt ils seront complètement interdits. Donc sur ce point, c'est le doute s'installe. Le doute s'installe, la tristesse s'installe, la compréhension que c'est le dernier combat qui petit à petit s'ouvre, d'autant plus que Henri Lafontaine vieillit et que lui-même, il atteint petit à petit 80 ans, etc. Et que, à la fois, les réseaux s'amoindrissent et lui-même ne peut plus, il n'a plus la même vigueur, la même force, la même vigueur qu'en 1914. Et donc, pour lui, la tristesse s'installe. L'âge, la maladie de sa femme, l'argent qui commence à lui manquer parce que les ressources baissent, donc il ne peut plus voyager, il ne peut plus solliciter des réseaux qui s'amoindrissent, il ne peut plus non plus satisfaire sa passion des voyages, des concerts à l'étranger. Il doit vendre son piano. Et donc tout devient catastrophique et on pense vraiment que les 10 dernières années de sa vie, il meurt en 1943, mais disons à partir du début des années 1930, c'est pour lui une source de tristesse. Est-ce qu'à l'instar d'un Jean Jaurès qui, à la veille de son assassinat et du déclenchement de la Première Guerre mondiale, on le sent bien, est déjà très déçu de ce que ces appels l'internationalisme ouvrier ne va pas avoir d'impact, notamment en Allemagne, hein. Il n'y a pas de révolte internationaliste qui mette fin à la guerre. Est-ce qu'un Lafontaine, par exemple, est déçu des maçons allemands qui supportent la Première Guerre mondiale, voire même qui, pour certains, vont supporter le fascisme italien et le fascisme allemand? Alors, il est déçu. Mais en même temps, il a compris très tôt qu'il n'y a pas qu'une maçonnerie. Il y a des maçonneries. Des maçonneries à la fois au niveau de l'usage des symboles, de la place de la franc-maçonnerie dans la société, mais aussi du rapport au pays auquel elles appartiennent. Et donc, c'est vrai que la grande déception d'Henri Lafontaine sera après les premières années de la Première Guerre mondiale, où quand la maçonnerie la maçonnerie allemande couvre les excès qui se passent quand les Allemands rentrent en Belgique. Ce qui se traduira par l'affaire Magnette, enfin, etc. Par le sac de Louvain, le sac de Namur. Et donc ça, les maçons dont Henri Lafontaine ne le supportera pas, ce qui aura comme conséquence une très difficile reprise des contacts. Les Belges refuseront très longtemps de revoir les francs-maçons allemands. Mais en même temps, comme quoi tout est compliqué dans la vie, c'est-à-dire que Henri Lafontaine comprend très vite que si les maçons ne réapprennent pas à se parler ensemble, rien ne pourra se faire de positif. D'où il va soutenir les fameuses premières réunions au col de la Chousse, etc. Absolument. C'est-à-dire, c'est très étonnant. Ça apparaît comme paradoxal, si vous me permettez. Mais d'un côté, on est amer, on est déçu, on condamne. Et de l'autre, on sait que. Puis après, dès le milieu des années 20 et surtout à partir de 1933, puis après la maçonnerie allemande sera interdite, mais ils doivent comprendre que le nationalisme reprend le dessus et que cette maçonnerie n'est pas celle de la maçonnerie belge, la maçonnerie française, peut-être un petit peu utopique, mais internationaliste et prête au dialogue. Le temps court vite, hein. Il va falloir déjà que l'on songe à conclure. Denis Lefebvre, quoique conclure. Est-ce qu'on peut d'ailleurs conclure aujourd'hui sur Henri Lafontaine? On est loin d'avoir exploité toutes les pistes, toutes les traces, tous les papiers. Alors, je pense qu'il reste beaucoup de choses. Il reste beaucoup de choses à redécouvrir, enfin à travailler, à découvrir. Tout à l'heure,
avec Daniel Sotio et Jean-Paul Barras, on parlait, il y a des nouveaux chantiers qui peuvent s'ouvrir. Moi, par exemple, c'est vrai que je m'interroge sur les... C'est pas moi qui le ferai. Sur les réseaux exacts d'Henri Lafontaine, par exemple, sur son rapport à l'amitié. Parce qu'un homme mérite... Je veux dire, un homme, moi j'ai écrit des biographies sur des gens, j'ai écrit une vingtaine de livres, j'essaie toujours de comprendre qu'est-ce qui l'anime. La Fontaine, on l'a compris, mais sur quoi il s'appuie, comment il fonctionne, etc. Et c'est une question que je me pose, par exemple, de savoir les rapports. Est-ce que La Fontaine avait des amis? Qu'est-ce qu'il faisait avec eux? Bon, premier point. D'autres sujets, son rapport à la famille, son environnement immédiat. Vous avez quand même un homme qui... son père est mort très tôt, sa mère a vécu, il a vécu avec sa mère, avec sa sœur. C'était quand même un homme qui vit très longtemps environné de 2 femmes, pour lesquelles je pense qu'il était le grand homme. Donc il vivait, je ne dis pas qu'elle vivait forcément pour lui, et qui un jour ou l'autre, une mère qui contrôle les relations de son mari avec, entre guillemets, des copines, qui finalement se marie. Et ces 2 femmes, dont sa sœur, deviennent amères en disant mais il n'est plus à nous. Ça, c'est des vrais... Parce que la vie, c'est ça aussi. Donc, c'est-à-dire quel est finalement vraiment le rapport de cet homme à l'amitié, à la vie, à l'amour, à tout ce qui fait un peu le sel de la vie. Et l'autre sujet, je pense que on l'a esquissé bien évidemment rapidement dans cette conversation, c'est les 10 dernières années de sa vie. Je pense que là, il faut faire quelque chose pour essayer de comprendre tout ce qui traverse la fin de cet homme-là. C'est-à-dire à la fois l'âge, la mort de sa femme, la déception sans doute, il est prêt à rebondir en 14, il rebondit pour repartir à la conquête du monde et sauver le monde. Mais 20 ans plus tard, il a 80 ans, il ne peut plus rien faire, il est fatigué, il est malade, sa femme... Vous voyez, il y a plein de sujets, je pense qu'il faut maintenant introduire, entre guillemets, une dimension humaine dans tout ce schmilblick là de grandes déclarations, etc. Il faut un peu de chair. Alors vraiment pour conclure, je vous demandais, aujourd'hui, vous êtes devant un parterre de jeunes hommes, de jeunes femmes, vous devriez leur dire La Fontaine, qui a l'âge de leur arrière-arrière-grand-père, voilà pourquoi il serait l'un des vôtres. Je pense que j'ai étudié beaucoup d'hommes politiques, j'ai fait, je vous l'ai dit, des livres, etc. Je pense que dans ceux que j'ai côtoyés, il y en a certains qui nous parlent encore, qui me parlent, mais je pense que ce n'est pas suffisant, qui sont encore un peu notre contemporain. Et dans ceux que j'ai rencontrés, Henri Lafontaine me parle, je pense qu'il nous parle, il est notre contemporain, parce qu'il parle de la paix, bien sûr, mais il parle aussi du rapport à la vie, de l'engagement, de l'unité de l'être, de l'égalité entre l'homme et la femme. Et toutes ces dimensions, je pense qu'elles sont aujourd'hui, elles nous concernent. Et un siècle après, il n'est pas mort il y a un siècle, mais un siècle après, globalement, par rapport à sa jeunesse, un siècle après, cet homme nous parle encore. Merci, en tout cas. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Tout et plus encore dans ce livre et dans les autres sur Henri Lafontaine, produit par la Fondation Henri Lafontaine. Henri Lafontaine, franc-maçon, c'est bien plus qu'une histoire de voyeurisme sur la franc-maçonnerie. C'est une plongée au cœur de l'activisme maçonnique d'un homme et de son temps. Merci de nous avoir suivis pour ce 2e numéro de la chaire Lafontaine.